Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement les membres du comité organisateur pour leur grande disponibilité et leur participation active. Quant à ma très chère collègue et amie Dr. Wafer, je veux exprimer ma très grande satisfaction d'avoir collaboré avec elle. Dr. Wafer a tenu que je vous lise ses propos. Chers collègues, notre joie est immense de partager avec vous ces moments de savoir pour une traductologie arabe à même de présenter un appareillage théorique propre aux particularités de la langue arabe. Ce colloque est d'une grande importance et pour les chercheurs débutants et pour les chercheurs confirmés. Il est d'ailleurs l'occasion de tisser et de mettre en place de nouvelles collaborations entre les différents chercheurs arabes et autres pour construire une science dont les facteurs socioculturels doivent trouver leurs échos dans la tolérance de l'autre. Notre communication porte sur la traduction du roman Kasr-Chou de Naguib Mahfouz. Nous passons rapidement au plan. Je m'excuse. Les points suivants. Présentation du sujet et justification du choix. Revue de la littérature et problématique. Socle théorique. Méthodologie de recueil des extraits. Analyse et interprétation des exemples. Et enfin la conclusion. Pourquoi Naguib Mahfouz? Cosmopolite. L'œuvre de Mahfouz suscite toujours l'intérêt des chercheurs. Elle ne se demande jamais, puisqu'en début des années, les sujets traités sont toujours d'actualité. Nous avons choisi le roman Le Palais de Désir, un des 3 romans de la trilogie mahfouzienne. L'originalité de son œuvre réside dans son égyptianité linguistique et culturelle. Le corpus choisi est justifié par l'impact de l'œuvre qui nous fait part d'une description psychologique d'une société en mutation, d'où la présence de plusieurs dichotomies thématiques, tradition versus modernité, vieux versus jeune, homme versus femme, valeur versus vice. Les particularités de la classe moyenne égyptienne y sont minutieusement racontées à travers le personnage principal Abdelgawed et sa famille. La traduction faite par Philippe Vigreux a attiré notre attention. Ce colloque est donc l'occasion pour nous de mettre en avant notre réflexion sur les stratégies adoptées par le traducteur ainsi que cette prise de décision concernant la traduction de la diglossie arabe et du dialogue mahfouzien. En ce qui concerne la revue de la littérature, nous nous sommes basés sur des travaux sur l'approche permanienne en traduction littéraire Perman 1999, Le Mieux 2010, de Lille 2011. Et aussi sur des travaux sur la traduction de l'œuvre de Mahfouz, Ballard 2000, Myriam Salam 2000, Leda Mansour 2008. Et aussi sur des travaux sur les culturels, L'Admiral 2017 et Bernot 2013. D'où la problématique suivante. Comment se déploie le style romanesque mahfouzien en langue française? Concernant notre socle théorique, nous avons opté pour l'approche bermanienne. Au nombre de 12, ces tendances dont nous retiendrons que 3 constituent notre grille d'analyse de l'échantillon recueilli dans notre corpus, à savoir la destruction des systématismes, l'appauvrissement quantitatif, la destruction des réseaux langagers. Nous avons choisi des extraits contenant des termes diglossiques qui regorgent de mots de la culture égyptienne, soit des culturels et phrasèmes culturels, et aussi des dialogues entre Abdelgawed et Amina, ainsi que ceux de Amina avec la langue. En ce qui concerne le culturel et encore, في الجمالية في بيت كبير وسلام. Le traducteur l'a rendu à El Gamaliya. Il y a une grande maison avec un salam.
Salamlik, nom commun désignant l'architecture ottomane et emprunté à la langue turque lors de la période ottomane en Égypte, a été emprunté telle qu'elle dans la langue réceptrice. Le dictionnaire en ligne El Mahani emprunte à son tour le lexème en langue arabe en donnant plusieurs équivalents. Le choix du traducteur de maintenir le mot originel sans le traduire en cave ou sous-sol peut s'expliquer par la nature de l'architecture ottomane du quartier de Gamaliel. Salamlik est destiné à abriter les serveurs de la maison et non à conserver du vin comme la cave dans les demeures françaises et européennes. Maintenir ce lexème tel quel participe à l'exotisation du récit de Mahfouz et enrichit la langue française par de nouveaux termes. Les phrasèmes sociaux. La miab café yahil. Le traducteur l'a rendu par « Je n'ai plus la force ». En voyant cet exemple, l'exemple marque un discours diglossique dans lequel l'oral est écrit. Le traducteur, connaisseur du dialecte égyptien, a pu rendre les significations voulues par l'auteur. En arabe égyptien, al-hil signifie la force dans ce contexte. Or, dans l'expression shid hil, qui se traduit par tiens le coup, tiens bon ou courage, le mot en question ne peut être restitué par la force. Aucun dictionnaire ne saurait donner les équivalents d'une langue en situation. La polysémie d'un mot devient monosémique dans la phrase. Et maintenant, les phrasèmes religieux. Le traducteur l'a rendu. Ahmed Abdelgawad redressa sa tête et murmura « Ça va, grâce à Dieu ». Les expressions « Inch'Allah »,« Alhamdulillah »,« Bismillah » sont des phrasèmes dits religieux utilisés dans le discours pour maintenir la trame discursive. Pour toute personne ne connaissant pas la société égyptienne, ces formules marquent la foi. Cependant, leur usage dans les dialogues repose sur une politique dialogale de l'autre qui présente des personnages contradictoires tels que Abdelgawad. Le traducteur a opté pour une traduction littérale par souci d'anthrocentrique, ce qui a fait perdre aux dites expressions leur valeur sémantique. Une autre remarque est à signaler concernant l'expression Alhamdulillah, traduite par grâce à Dieu, alors qu'elle signifie je remercie Dieu ou louange à Dieu. Cette nuance ratée par le traducteur peut s'expliquer par son souci de se concentrer sur l'état d'âme des personnages. Les deux expressions en langue française nous montrent un personnage pieux en apparence. En raison du temps imparti, nous allons exposer un seul exemple de la traduction du dialogue. Le dialogue entre Abdelgawad et son épouse est marqué par l'usage de l'impératif en tant que mode de communication. Les ordres donnés à Amine sont ainsi formulés pour marquer cette soumission de la femme à l'époque. Le traducteur l'a rendu, va mettre la lampe dehors. Sur le plan grammatical, le traducteur a opté pour deux verbes successifs, dont le premier est à l'impératif et le second est à l'infinitif, pour traduire un seul verbe, akhaz, sous sa forme diglossique égyptianisée, khozi, dont la forme standard est da'i. Afin de marquer la même mise de Abdelgawad, le traducteur accentue l'ordre par le verbe aller. Ce choix de réarranger la phrase de la langue cible est une forme de tendance créative. Pour plus de précision, vous pouvez consulter l'article biblique. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'opération traduisante est l'amalgame de plusieurs postures qu'adopte le traducteur en fonction d'un bon nombre de variables, à savoir le genre du texte, le récepteur, l'espace-temps de la production, ainsi que l'espace-temps de la réception et l'objectif de la traduction. Ainsi, la traduction est un texte parallèle, ainsi que la traduction est un texte parallèle avec de nouvelles caractéristiques. Le traducteur français de Mahfouz a fait une vision de sa traduction du palais du vizir. Cette vision est-elle la même aujourd'hui? Ferait-il les mêmes choix
Procédèrent-ils de la même façon? Toutes ces questions soulèvent un autre point de la traduction littéraire, à savoir la retraduction. Comment la retraduction pourrait élargir le champ des genres littéraires? Nous y répondrons probablement dans d'autres articles ultérieurs. Et enfin, merci pour votre attention. Vous étiez des auditeurs attentifs et vous avez rendu ma tâche très agréable. Thank you very much.